Si tu ne sais pas identifier une tendance valide, tu trades à l'aveugle. Et crois-moi, il y a beaucoup de spécificités à connaître. Aujourd'hui, je décortique la structure de marché de A à Z. Je suis actif sur les marchés depuis 2017. J'ai créé ma propre stratégie de trading que j'ai nommée le block trading et avec laquelle j'ai généré des centaines de milliers d'euros en propre firme et compte propre. Dans cette série de vidéos, je vais t'expliquer de A à Z comment elle fonctionne. La première chose à savoir quand on parle de structure et quand on parle de marché financier, c'est que le prix suit un mouvement qui n'est pas linéaire. Si on retourne sur les marchés, on voit que le prix ne suit pas une courbe linéaire et on voit plutôt qu'il a tendance à créer des retracements qui correspondent à ces montées ici durant cette baisse et qui sont essentiels pour que la tendance soit saine. La raison de cette tendance non linéaire, ça va être dans un premier temps le volume. La quantité d'ordres passés sur les marchés financiers et notamment sur les marchés liquides comme le Forex, le Bitcoin, les indices est tout simplement énorme. Et la valeur perçue de chaque actif va dépendre du trader. Certains vont penser que le prix à un instant T est trop cher, d'autres vont penser qu'il est pas assez cher, et on observe donc une bataille constante sur les marchés entre acheteurs et vendeurs. Cette bataille est tellement immense qu'il y a des ventes et des achats absolument tout le temps sur le marché. Le prix ne peut pas suivre une direction totalement baissière ou totalement haussière, il va toujours y avoir ces retracements qui vont permettre aux acheteurs d'exprimer leur volonté d'acheter le marché et aux vendeurs leur volonté d'exprimer le fait de vendre le marché. Dans un cas comme celui-là, on voit très bien que la pression vendeuse a été plus forte que la pression acheteuse. Cependant, on voit quand même des périodes de temps dans lesquelles les acheteurs ont été plus forts que les vendeurs, et ces moments, vous les retrouverez partout sur les marchés financiers. La deuxième raison à ce marché non linéaire, c'est un petit peu la même que la première, c'est sur le volume, mais ici on va le voir d'un autre point de vue, de celui du carnet d'ordre. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec cette notion, j'ai déjà fait une vidéo il y a 2 semaines sur ce sujet, je vous la remets en haut à droite. On va essayer de visualiser notre structure à travers le carnet d'ordre. Le but c'est de comprendre comment notre tendance se crée au fur et à mesure que les ordres s'accumulent sur ce carnet. Le marché est actuellement figé car il n'y a aucun ordre market du côté acheteur ou du côté vendeur, mais à partir du moment où un vendeur ou un acheteur agressif va venir se positionner sur le marché. On va avoir par exemple 5 lots ici qui vont venir chercher la contrepartie de ces 5 vendeurs ici. Le prix aura donc monté d'un tick. A l'inverse, si on a disons 4 lots vendeurs qui vont être placés là, on va venir chercher la contrepartie chez ces 4 lots acheteurs et le prix va descendre d'un tick. Et ce mécanisme-là, il va créer la tendance en agissant des milliers et des milliers de fois chaque seconde. Maintenant qu'on a posé les bases pour comprendre pourquoi est-ce que la structure de marché n'était pas linéaire, on va essayer de la décortiquer pour comprendre en tant que trader là où nous, on a à poser les yeux. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce schéma, c'est la pure base de la structure de marché, mais je vous conseille quand même d'écouter ce que j'ai à dire parce que ce schéma, on va le complexifier au fur et à mesure. Une structure de marché, on l'a vu, elle n'est pas linéaire. Ici, on a bien cette irrégularité qui fait qu'on a des points bas, des points hauts. C'est la même chose sur une tendance baissière. On a ici des points hauts, des points bas, des points hauts. Et cette typologie de structure, on la retrouve très souvent sur le marché. Évidemment, il y a énormément de variations et c'est toujours beaucoup plus simple de visualiser ça sur un schéma que sur le marché. Mais pour faciliter la compréhension, on va partir du principe que cette structure, c'est la base d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière. Si on rentre un peu plus dans la précision, on voit qu'on a un point bas, qu'on a ici nommé HL pour Higher Low, qui est un point bas plus haut que le précédent. À l'inverse, on a un higher high ici, qui est un point haut plus haut que le précédent. Tant qu'on a ces deux conditions, c'est-à-dire des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts, on est dans une structure qu'on appelle haussière. À l'inverse, si on part sur le graphique de la tendance baissière, on voit qu'on a des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas. La deuxième chose à comprendre dans les structures, c'est ce qu'on appelle les complexes. Donc on a le complexe throwback en structure haussière et le complexe pullback en structure baissière. Les complexes, ça va être une zone de marché dans laquelle le prix est bloqué entre le dernier point haut et le dernier point bas d'une structure, qu'elle soit haussière ou baissière. Là, on a bien une structure bloquée entre le dernier point bas et le dernier point haut. Ces complexes, ils vont nous servir quand on va vouloir rentrer dans ce qu'on appelle la fractalité du marché. Quand on descendra en time frame, on verra qu'il y a d'autres structures qui vont se créer juste dans cette partie-là. Mais pour l'instant, il faut juste comprendre que c'est la zone dans laquelle la structure va délivrer soit son prochain point haut, soit la cassure du point le plus bas. Et inversement sur la tendance baissière, évidemment. Troisième point qu'on va ajouter à notre structure, ça s'appelle les BOS, très connu sous le nom de Break of Structure. C'est un terme qui a été mis à la mode depuis maintenant plusieurs années, donc j'ai pris l'habitude de le prendre. On verra que ça n'appartient à aucune stratégie. Le but, c'est juste de venir comprendre qu'un break of structure, c'est la continuation de notre structure. Ce qui implique dans une structure haussière de venir casser le point le plus haut pour recréer un point encore plus haut.
dans une structure baissière, ça va être de casser le point bas pour venir recréer un point encore plus bas. Donc ces BOS, c'est aussi, si vous suivez bien, le début de la création du nouveau complexe. Une fois qu'on a créé le nouveau point haut et créé le nouveau point bas, on crée également le nouveau complexe dans lequel le prix va soit continuer à créer de nouveaux points hauts ou casser le point le plus bas. Ça me fait une très bonne transition sur ce qu'on appelle les change of character. Pareil, c'est un terme qui a été mis à la mode, mais qui veut absolument dire la même chose pour tout le monde. C'est une cassure de structure, à la différence avec le BOS, qu'elle s'effectue dans le sens inverse de la tendance. Dans une structure haussière comme celle-là, on voit très bien ici le change of character qui va venir casser la structure. Avant, on avait des points bas de plus en plus hauts. On en voit un ici, deux ici, trois ici. Et le quatrième se situe plus bas que le dernier. On a alors un changement de tendance. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous comprendrez par la suite que ce concept, il est à prendre avec des pincettes et qu'une méthode un petit peu plus sûre de visualiser la structure de marché existe. On va repartir sur un graphique d'un vrai marché, que celui du Bitcoin, pour essayer d'appliquer ce qu'on vient de voir. Dans un premier temps, on va partir de ce point haut, qui va être le début de notre structure. Où est le point bas ici? Si vous souhaitez, mettez sur pause et essayez de le trouver maintenant. Mais le point bas, il est ici. Là, on a notre première structure qui est posée, on a bien notre mouvement baissier, et on va voir ce que le prix fait ensuite. On va tracer notre complexe ici pour voir où est-ce qu'il se termine. On voit que la première cassure ici, elle intervient par le bas. Si vous avez bien suivi, c'est une tendance haussière classique. On vient créer des points bas encore plus bas et des points hauts encore plus bas. Notre nouvelle structure, c'est donc ce point haut et ce point bas. On va refaire exactement le même exercice, on va tracer notre complexe, on a notre point haut et notre point bas et on va essayer de voir où est-ce qu'il est cassé. Ce complexe-là, il est encore cassé vers le bas. On voit bien qu'on a la continuation de nos structures baissières. On a notre BOS ici, BOS qu'on avait d'ailleurs également ici, j'ai oublié de le noter mais je vous le mets. Maintenant, on va faire le même exercice. Où est-ce que sont nos nouveaux highs et nos nouveaux lows? On a bien ici notre nouveau high qui est juste ici et notre nouveau low qui est juste ici. On va refaire encore une fois le même exercice, on va placer notre complexe et on va voir qu'ici actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on est le 14 janvier, donc on n'a pas encore créé de nouvelles structures. Si la structure baissière continue, on devrait aller chercher un BOS à ce niveau-là. À l'inverse, si la structure se renverse, on va aller chercher un change of character qu'on va pouvoir noter juste ici. Je vous ai supprimé le complexe ici et vous voyez bien que la structure de marché évolue au fil du temps. On a su analyser ici tous les points hauts, tous les points bas. On a su placer nos complexes pour nous aider à trouver les derniers highs et les nouveaux lows. Et bravo à vous si vous avez tout compris, vous venez d'analyser votre première structure. Maintenant qu'on vient de voir la base, on va rentrer en détail dans la fractalité de la structure. C'est peut-être un mot que vous ne connaissez pas, mais c'est un concept qui est plutôt connu, notamment en mathématiques. Donc les fractales, c'est un concept mathématique qui a été découvert par un monsieur qui s'appelle Mandelbrot et qui a passé sa vie à vouloir expliquer ça, avec notamment les ensembles de Julia. Mais vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on parle de ça actuellement? On est sur une vidéo sur la structure. Pourquoi on se retrouve à aborder des thématiques comme les fractales en mathématiques? Si vous ne savez pas ce que c'est, une fractale, je vais essayer de faire une description approximative. Désolé s'il y a des mathématiciens qui me regardent. C'est une figure mathématique qui va se répéter à l'infini, à l'infini, à l'infini. Si on zoomait juste ici, on verrait exactement ce qu'on est en train de voir ici. Et sur les marchés, c'est un petit peu la même chose. Vous avez la possibilité de voir le marché en monthly, en weekly, en daily, en 4 heures, en 45 minutes, en 15 minutes, en 5 minutes, en 1 minute. On pourrait même aller plus bas si on veut. Mais vous avez sans cesse des mouvements de marché et notamment avec la tendance. Là, on le voit ici, si on veut. On a un high, un low. On vient casser ici, on a un high, un low, un autre low, un high, un autre low, un high, et on fait ça pendant tout le long jusqu'à venir casser ici au moment où on a un high. Ces concepts-là de structure et de tendance, ils se répètent à n'importe quel moment sur le marché. Peu importe la time frame, peu importe à quel point vous allez rentrer avec précision dans le prix, vous aurez des concepts qui marcheront toujours de la même manière. Si on applique cette fractalité au marché, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, je vous ai tracé un mouvement de marché en daily, un mouvement de marché en H4 et un mouvement de marché en H1. Le mouvement de marché en daily, ici, c'est juste un point haut, un point bas et un nouveau point haut. La structure de marché en H4, vous la voyez, elle est un petit peu plus complexe. C'est celle qui est en rouge. On va avoir deux structures qui se créent à l'intérieur d'une seule et même structure, qui est la structure daily en noir ici. Et ce phénomène, il se reproduit au niveau de la baisse avec un high, un low, un high, un low, et également sur la hausse avec 3 à 4 structures qui se répètent. Maintenant, si on rentre dans le détail de la structure H1, on voit bien qu'il y a une multitude de structures qui sont créées. On a même des cassures, donc des changements de structure. Ici, on passe d'une structure haussière à baissière
baissière en venant casser ce dernier point bas le plus haut juste ici. Et ça, c'est pareil partout. Ici, on passe de baissier à haussier, de haussier à baissier, de baissier à haussier, de haussier à baissier, etc. En fait, il faut comprendre que ce mouvement H1, c'est un mouvement interne au mouvement H4, ici en rouge, qui est lui-même un mouvement interne au mouvement daily. Et elle est là, toute la complexité de la fractalité du marché. Parce que la structure, elle sert à quelque chose de très important dans l'analyse, elle permet de déterminer le biais. Par exemple, ici, mon biais, en me basant uniquement sur la structure noire, ce serait de me dire que le marché est haussier. Mais par exemple, si je descends sur la structure rouge, j'aurais pas forcément dit la même chose à ce moment-là du prix quand j'aurais vu la cassure de structure sur le marché H4. Sur le marché H4, je suis également haussier. On voit très bien ici cette structure haussière avec ses points bas de plus en plus hauts et ses points hauts de plus en plus hauts. Sur ce point, il n'y a pas de souci. Par contre, si je vais regarder la structure en H1, potentiellement, je serais baissier. Est-ce que ça veut dire que j'attends que le prix chute? Non, car je reste haussier en daily et en H4. Par contre, je m'attends à ce que dans un biais court terme, qui est celui du H1, à venir potentiellement rechercher peut-être un petit peu plus bas pour ensuite remonter. Et c'est là toute la complexité de la fractalité. Parce que sur les petites time frames, la fractalité va être extrêmement complexe à gérer pour la simple et bonne raison qu'il va falloir établir un biais sur un nombre assez grand de time frames avant d'arriver à votre time frame d'entrée en position. À l'inverse, si vous tradez par exemple en daily, vous aurez potentiellement à faire que votre biais weekly et de rentrer en position grâce à la structure daily. À ce moment-là, vous avez qu'un seul niveau de fractalité à gérer et c'est assez simple. Selon moi, c'est la raison pour laquelle les débutants devraient se tourner vers des stratégies un petit peu plus long terme au début avant d'aller sur des analyses multi-time frame. On va prendre l'exemple sur la dernière baisse du Bitcoin. Je pense que c'est un très bon exemple pour exprimer tout ce qu'on vient de dire au niveau de la fractalité. Ici, on va partir en weekly. Je pense qu'il n'y a pas besoin de monter plus haut. Vous allez très bien comprendre ce qu'on va dire. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que le dernier mouvement, pour nous, on a par exemple un high ici et un low là, et on voit très clairement qu'on est sur un mouvement baissier. Tant qu'on n'a pas la cassure de ce high là ou de ce low là, on n'aura aucune validation de structure. Maintenant, si on descend en daily, on va voir qu'on se retrouve exactement dans le cas dans lequel on a abordé la structure tout à l'heure. On va avoir une structure baissière toujours, mais avec un placement des highs et des lows qui va être un petit peu différent. Parce qu'on a un high là, ici, 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 ici et ici. Donc on a 3 structures au lieu d'en avoir qu'une là où on l'avait en weekly. Mais en tout cas, on reste baissier ici en daily. Ici, on est dans un cas un petit peu différent. On a toujours un high ici. La question, c'est de se demander, est-ce que celui-là est un low ou est-ce que tout simplement celui-là est un low également? Moi, dans ma stratégie, et je vous explique ça dans mon Discord en description si vous voulez, je vais pas l'aborder ici aujourd'hui puisque ça risque de complexifier l'analyse, mais j'estime que le low intéressant, c'est celui-là. Donc, on est toujours dans cette structure haussière et on attend toujours la cassure de ce high et de ce low. Maintenant, si on descend en 1 heure, je vous redézoome le graphique pour vous compreniez là où on regarde, je vais être, hop, ici. Et là, par contre, je vais considérer que ça, c'est un high, que ça, c'est un low, que ça, c'est un high, et ici, que ça, c'est un low. Sauf que ce high-là qu'on a dessiné ici, on va tracer le complexe ici pour voir à quel moment il s'est fait casser. On voit que la première cassure nette qu'on a, elle est ici. Donc, on a une structure baissière ici qui vient se terminer via une cassure du dernier high. Donc, on passe à une tendance haussière. Et pourtant, si on retourne en H4 ou dans une time frame supérieure, on a toujours un high et un low et on est toujours baissier en l'attente de cette cassure-là. Mais ce qui peut être intéressant en retournant en 1 heure, c'est d'essayer de comprendre ce que le marché fait. Une fois qu'on a cassé ici, on a ce nouveau high et on a une nouvelle cassure, non pas ici, car il n'y a pas assez de mouvement ici pour qu'on puisse déterminer ça comme un nouveau high, mais une cassure ici, avec un nouveau low ici. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On vient casser ce low, donc on repasse en tendance baissière. Mais vous voyez que plus on descend en time frame et plus cette structure, elle a tendance à être fragile. Là, par exemple, on repasse en tendance baissière ici, mais on recasse en haut, donc on repasse en tendance haussière, puis on recasse en bas. Donc on repasse en tendance baissière. On fait une autre tendance baissière avant de recasser en haut. Ici, le prix... j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le Bitcoin, et dans une phase dans laquelle on n'a pas nécessairement envie de trader parce que la structure actuellement n'est pas claire, en tout cas sur cette time frame. Même si actuellement sur le Bitcoin, on commence à retrouver une structure un petit peu plus claire en H4, H1, où on voit ce low, ce high, ce low et ce high qui est en train de se créer ici. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir et ce qu'on a pu voir dans cette analyse, c'est que selon la time frame dans laquelle on se trouve, on va avoir une tendance qui change et surtout qui va alimenter la dernière tendance. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. La tendance de la time frame supérieure est toujours plus puissante que la tendance de la time frame inférieure. Là, par exemple, on en parlait, mais on a ce high et ce low en H4. Mais on a vu que dans une time frame un peu plus faible, on avait ce low, ce high,
ce low et ce high. Et en fait, cette structure haussière ici, elle ne va servir qu'à alimenter cette structure baissière. Donc en fait, cette structure haussière qu'on voit là n'est qu'une partie du complexe qui est présent ici. Et ça, c'est très important de le comprendre. En fait, une structure, elle dépend de la structure de la time frame supérieure. Ça se passe à peu près tout le temps comme ça. Ça, c'est vraiment une constante. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Maintenant, de quoi on va parler? On va parler de la liquidité dans la structure. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on a fait une vidéo qui parlait entièrement de la liquidité sur le marché. Si vous l'aviez pas vue, je pense que c'est intéressant que vous alliez la voir maintenant parce qu'on va aborder beaucoup de concepts qu'on a déjà discuté dans cette vidéo-là. Le premier cas qu'on va avoir souvent et qu'on peut trouver sur les marchés, ça va être ce qu'on appelle les EQL, les EQH, donc qui correspondent à Equal Low et Equal High. Donc ça va être des zones de marché dans lesquelles le dernier low de votre structure haussière, là ici c'est l'exemple qu'on a sur le graphique, mais ça peut aussi être le dernier high de votre structure baissière, qui vont se retrouver sur des zones de prix similaires et qui vont donc créer une zone de liquidité. La raison à ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui vont se placer à l'achat au contact de cette zone-là, et encore plus quand le prix va venir redescendre à ce niveau-là, parce que certaines personnes vont considérer que c'est un support et que le prix va avoir une tendance à rebondir dessus. Personnellement, je vois pas le marché comme ça. J'ai réalisé plusieurs études pour créer ma stratégie qui m'ont démontré par A plus B, notamment grâce au carnet d'ordre, que ces zones étaient des zones qui apportaient une liquidité énorme à des investisseurs institutionnels. Et c'est la raison pour laquelle quand je vois ça, moi je m'attends potentiellement à une liquidation de ces equal lows si on voit un prix qui a une tendance à revenir vers le bas. Disons que ce serait très cohérent. Cette liquidation, elle aurait pour but d'alimenter la structure haussière. Pourquoi? Ça peut paraître un peu contre-intuitif de dire qu'il faut que le prix baisse pour que le prix puisse remonter, mais comme on l'a dit, le marché n'est pas linéaire et cette zone de liquidité, il y a énormément d'ordres vendeurs qui vont être déclenchés une fois qu'elle sera prise et ces ordres vendeurs serviront de contrepartie à des ordres institutionnels acheteurs qui permettront au prix de monter. C'est des cas qui arrivent extrêmement couramment sur le marché. Là, on peut le voir sur une baisse, par exemple, du Bitcoin. On peut voir qu'ici, on a des equal lows. On a une prise de liquidité de ces equal lows. Le prix vient ensuite chuter. On va prendre l'exemple ici. On voit qu'on a notre high, notre low. Et on a une structure plus interne dans laquelle on va voir deux equal high ici qui vont venir être liquidés par cette petite mèche pour faire descendre le prix ensuite. On se retrouve ensuite dans un schéma où on retombe rapidement dans une tendance baissière avec la cassure de ce low ici. Et qu'est-ce que le prix va créer ici? Deux equal high. Alors évidemment, ces equal high, ils sont pas exactement sur le même niveau de prix. Le but, c'est d'avoir un peu de bon sens et de se dire que ces deux niveaux de prix sont dans une zone à peu près similaire, que le prix va venir récupérer. Beaucoup de gens ici auraient pu s'attendre à une continuation haussière, mais non, parce que ces equal high donnaient l'information que ce n'était qu'une zone de liquidité qu'on est venu chercher pour ensuite faire des plus bas. Si on descend un peu plus bas dans le graphique, on voit que ce concept de zone de liquidité, il s'applique également lorsqu'on a une cassure de la structure. Ici, on était baissier, on attendait dans ce gros complexe ici une continuation baissière. On l'a eu ici avec ce high et ce low. Maintenant, on avait l'information que cette zone-là était remplie de liquidités. Il y a d'autres choses évidemment à rajouter à l'analyse dont on va pas parler aujourd'hui, mais cette hausse ici était prévisible en comprenant où était placée la liquidité par rapport à la structure dans ce marché ici. Le deuxième cas dans lequel on va retrouver de la liquidité dans la structure de marché, c'est l'inducement. Encore une fois, c'est un terme qui a été popularisé et que j'ai pris l'habitude de dire au quotidien. Dans le cadre dans lequel je l'utilise, c'est pas à rattacher à la stratégie de quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Le but de l'inducement, c'est tout simplement d'avoir ce qu'on appelle une fausse cassure. Ici, on voit bien qu'on a une tendance haussière et on finit par casser le dernier lot que l'on avait fait de cette tendance haussière. Alors là, à partir de ce moment-là, beaucoup de gens estiment que la structure passe de haussière à baissière et vont donc commencer à chercher des ventes. Mais dans certains cas bien précis, c'est très compliqué de repérer l'inducement sur les marchés, mais on verra qu'il y a des techniques pour le faire. Mais en tout cas, il existe une prise de liquidité sur ce niveau-là qui est issue juste de ce higher low ici. Le but de ce mouvement, c'est juste de récupérer de la liquidité pour mieux continuer la tendance haussière. C'est encore une fois la même chose que sur le premier cas, sauf que dans le deuxième cas, on a besoin de moins de création de liquidité. Ces inducements, ça va être le cauchemar de beaucoup de traders parce que c'est extrêmement compliqué à repérer. Maintenant, on va voir que ça peut aussi être nos meilleurs amis dans le trading. J'en reparlerai dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas envie de rater ces vidéos-là au moment où elles sortiront. Mais en tout cas, il faut comprendre que c'est quelque chose d'assez commun sur les marchés et qu'il ne faut pas forcément détester parce qu'on peut les utiliser pour en jouer à notre avantage. L'inducement, on peut par exemple la visualiser ici sur le marché où on va avoir un low, un high, puis on va avoir une cassure assez nette ici de notre low à cet endroit-là. Ici, potentiellement, il y a beaucoup de gens qui vont se dire le marché est redevenu baissier, il faut aller chercher des ventes sur ces niveaux-là, etc., etc. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que pour vérifier si une structure passe vraiment de baissière à haussière ou inversement, il faut regarder ce qui se passe à la cassure de cette tendance. Ici, par exemple, on voit qu'on avait créé une très belle zone
zones de liquidité qu'on est juste venu récupérer pour faire des plus hauts. C'est constamment la même chose, c'est beaucoup de récupération de liquidité. La complexité, c'est d'arriver à lire quand on a l'œil et que ça fait énormément de temps qu'on est sur les marchés. Le souci, il n'existe plus forcément. Maintenant, quand on débute, on peut très facilement confondre liquidité, structure. Évidemment, c'est normal et ça viendra avec le temps. Là, par exemple, vous voyez qu'on revient de cette tendance haussière qu'on vient de créer grâce à un inducement. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient récupérer de la liquidité ici. On crée un autre inducement. Les gens pensent qu'on retombe baissier, mais la cassure, elle s'effectue là-dessus et on repasse haussier. Encore une fois, vous le voyez peut-être pas, mais là, qu'est-ce qu'on voit dans l'autre sens si on se place du côté haussier vers baissier? On voit en fait que cette zone-là qui a été fournie par cet inducement-là, elle est venue récupérer des equal high ici. Qu'est-ce qui se passe quand on récupère des equal high? On a une contrepartie vendeuse qui vient se placer sur le marché et on vient faire des plus bas. Évidemment, là, je vous montre des exemples, c'est à contextualiser dans une analyse plus profonde, mais on a déjà des éléments qui se repèrent un petit peu. En tout cas, c'est très bien de voir que ces concepts d'inducement, ces concepts d'equal low et d'equal high, juste en se baladant 3 minutes sur le marché, on en repère pas mal. Maintenant qu'on a fait le tour, je vais aborder un petit peu le vif du sujet et je pense que ça intéressera beaucoup de gens de cette vidéo. J'en ai déjà parlé sur mon Discord. J'ai une stratégie que j'utilise depuis maintenant plusieurs années sur les marchés financiers que j'appelle le block trading et qui se base sur une structure de marché et une visualisation des mouvements du prix grâce à des blocs. Je dis pas que c'est la stratégie révolutionnaire et que vous allez générer des milliers et des milliers d'euros avec. Personnellement, j'ai réussi à le faire, mais c'est aussi parce que j'ai pris le temps pendant plusieurs années de backtester, créer tout l'écosystème autour de cette stratégie. En tout cas, je pense que ça pourra en intéresser plus d'un et potentiellement vous faciliter la tâche sur la vision que vous avez du marché. Je vais reprendre les graphiques qu'on a utilisés depuis le début de cette vidéo et je vais essayer d'y apposer mes blocs. On l'a dit un petit peu plus tôt, la structure, elle peut se voir avec des points hauts et des points bas comme ça, en annotant de cette manière-là. Je vous avoue qu'à partir d'un certain moment, on arrête d'annoter en écrivant higher high à chaque fois, on le fait plus. Au lieu de noter ces points, on va plutôt dessiner des blocs. Donc vous allez me dire, mais en fait, sur quoi on se base pour dessiner ces blocs? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les complexes qu'on a vu juste avant pour segmenter les blocs, la partie haussière et la partie baissière. Mais ici, on voit bien qu'on a un mouvement haussier que je suis venu entourer, un mouvement baissier que je suis venu entourer, un autre mouvement haussier, etc., etc. Donc ça peut paraître extrêmement simple comme ça, mais ça va servir à deux choses. La première, c'est de simplifier la visualisation du prix. Il y a une problématique qui revient souvent chez les traders débutants et certaines fois chez des traders plutôt expérimentés, c'est à quel moment est-ce que je peux placer mon nouveau low, à quel moment est-ce que je peux placer mon nouveau high. Donc ils vont se poser la question de se dire, est-ce qu'il y a eu un retracement assez fort pour que je puisse considérer ça comme un low? Est-ce qu'il y a eu une hausse assez forte pour que je puisse considérer ça comme un high? Et c'est une question qui revient souvent. La méthodologie en bloc, elle enlève plus facilement cette contrainte, même si elle existe toujours. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de voir les choses et ça permet surtout aussi de cartographier le marché. On voit en un coup d'œil à quel moment les acheteurs ont eu la main sur les vendeurs et inversement. Il faut aussi se rendre compte que tous ces blocs d'ordre-là, ils représentent parfaitement les ordres du Composite Man. Si vous ne savez pas ce qu'est le Composite Man, c'est une manière de voir les marchés financiers qui a été donné par Wyckoff il y a maintenant une centaine d'années, qui expliquait qu'il était plus intéressant de voir les marchés comme s'il était contrôlé par une personne qui s'appelait le Composite Man. Personnellement, j'utilise beaucoup cette réflexion sur le prix. Je pense que ça permet aussi d'essayer de mieux comprendre les mouvements de marché, même si évidemment, comme tout concept, il y a des failles. Je pense que c'est une bonne approche de voir le marché comme ça en tout cas. Et cette structure en bloc, elle me sert pas uniquement à voir la tendance, elle me sert aussi à voir des zones d'inefficience. Qu'est-ce que j'appelle l'inefficience? C'est quand un bloc baissier, dans notre cas ici, n'est pas venu revisiter l'ancien bloc baissier avant de faire des plus hauts. Cette inefficience, elle s'explique au carnet d'ordre. Le concept qui s'en rapproche le plus, ça doit être ce que certains appellent les FVG, l'imbalance, quelque chose comme ça. Moi, je l'utilise pas forcément de la même manière, même s'il y a des similitudes. Je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens en fait qui n'utilisent pas ce concept de la bonne manière. La raison, c'est qu'en fait, cette zone d'inefficience du prix, c'est une zone qui est faite pour être traversée. Il y en a certains qui vont venir se positionner dedans. Ça m'arrivera jamais, personnellement, parce que d'après les études que j'ai fait au carnet d'ordre, il y a un intérêt à ce que cette zone soit traversée pour le Composite Man. Donc en général, j'attendrai plutôt des positions en dessous dans une tendance haussière ou au-dessus dans une tendance baissière de cette zone d'inefficience. La différence avec la vision de la structure standard, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ici auraient cru que le marché s'est retourné. Parce qu'ici on a un low, ici on a un high, ici on a un low et on vient casser ce low, donc venir invalider la structure haussière et potentiellement entamer une tendance baissière. Mais en fait ce schéma que vous voyez à l'écran, c'est quasiment 80% de mes positions, c'est juste ce schéma-là. J'essaye pas forcément de trop simplifier ce que je dis parce que pour le comprendre, pour savoir bien le trader, pour savoir bien comment entrer en position et à quel timing, ça va demander du temps et de la connaissance de marché, couplé à de l'analyse fondamentale évidemment. Ce setup-là globalement, qui est visible avec les blocs, représente une très grande partie de mes positions et se base quasi entièrement sur la structure.
Si on revient un petit peu sur les slides d'avant, on voit que ça ressemble beaucoup à l'Inducement. On a bien ici une cassure de structure qui permet d'aller remonter plus haut. Ici, dans ce schéma-là, ça marcherait pas forcément avec la structure en bloc, même s'il y aurait potentiellement une position à prendre sur ce schéma-là. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, je suis pas forcément en train de divaguer du sujet principal. Là, on est toujours très focus sur la structure, même si évidemment, je viens y rajouter d'autres concepts comme l'inefficience du prix que j'utilise beaucoup. Mais il faut se rendre compte que c'est très proche. Je pense que le meilleur moyen de vous faire comprendre ce schéma, c'est d'aller directement sur les graphiques. Ici, je vous montre une position que j'ai prise à peu près l'année dernière, je crois. C'est ça, en janvier 2025. C'est une position que j'ai déjà expliquée sur mon Discord. Si ça vous intéresse et que vous voulez voir mes analyses de marché en profondeur et en temps réel, je vous invite à nous rejoindre. Le lien est directement dans la description. Mais en tout cas, si on reprend notre schéma d'avant, on voit très bien qu'on a un bloc baissier ici. Alors là, il est un petit peu mis n'importe comment, c'est pour que vous le voyez. De base, ce bloc baissier, il est comme ça. Ici, je vais l'écarter un petit peu pour que on puisse comprendre un peu mieux et qu'il soit pas trop englobé dans deux bougies, quoi. Mais c'est notre dernière baisse avant la hausse. Et cette dernière baisse avant la hausse, on va voir qu'elle va pas être revisitée. Parce qu'on a ensuite un bloc haussier, qu'on voit très bien ici, et un bloc baissier ici, qui vient casser la structure ici, mais qui ne revient pas en fait dans notre dernier bloc baissier. Donc on a ici une zone d'inefficience du prix, à ce moment-là du graphique où on a refait ce bloc haussier, qui n'est pas venu chercher directement ce high, mais qui représentait en tout cas pour moi une impulsion haussière. Je m'attendais à ce moment-là à ce que le prix redescende dans ma zone. J'avais ce gros bloc rouge en fait qui m'intéressait et qui était une zone dans laquelle j'attendais que le prix revienne pour pouvoir rentrer en position. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'on a eu la continuation de notre bloc baissier pour revenir revisiter notre bloc baissier présent juste ici et j'ai pu me positionner. Je vous épargne l'entrée en position, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, mais cette position-là, elle a été faite uniquement avec l'analyse que je viens de vous expliquer de la structure de marché et des blocs. Il y a évidemment des confirmations que je visualise aussi avec les blocs, mais qui vont faire appel à des prises de liquidité, chose qu'on a eu ici avec les equal low dont on parlait tout à l'heure et une prise de liquidité. Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas zoomer dans le prix pour vous montrer ça parce que ça ne sert à rien. Mon take profit, où est-ce qu'il est placé? Il est placé dans le dernier bloc haussier avant le gros mouvement baissier. Et pour clôturer le tout, en fait, ce bloc baissier-là, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient intervenir dans une zone de prix antérieure, qu'on va plutôt regarder en monthly, mais on voit très bien ici. Alors elle est toute petite, cette zone d'inefficience. Je ne basais pas toute mon analyse sur une zone d'inefficience de cette taille, mais je l'avais en tête et c'était une possibilité pour moi qu'on revienne à des niveaux similaires à ceux-là. J'avais aussi en tête une possibilité qu'on revienne sur ce bloc-là pour combler cette inefficience du prix entre ces deux lignes roses un peu plus internes. Mais très honnêtement, j'avais cette petite ligne d'inefficience en tête et qu'est-ce qu'on voit? Le prix est revenu la combler quasiment parfaitement. Donc on a eu une très bonne combinaison des éléments que moi je recherche, ce qui m'a permis de prendre une position qui était cohérente. Et c'est une position sur laquelle j'ai quasiment eu rien à faire. J'ai déplacé mon stop loss à quelques moments, notamment ici avant la clôture du trade, mais vraiment, juste en lisant la structure grâce au bloc et en déterminant quelles sont les zones d'efficience, j'ai pu comprendre où je devais me placer, quel était mon biais, pourquoi c'était mon biais, et qu'est-ce qui faisait que c'était intéressant de venir prendre un trade à cet endroit-là. Évidemment, si vous débutez dans le trading, le but c'est pas d'arriver à refaire ça tout de suite, c'est vraiment pas le but. Je pense que c'est plutôt d'essayer d'analyser de votre côté des structures de marché, utiliser l'outil replay TradingView, partez en backtesting et essayez d'analyser des structures de marché, que ce soit avec la manière classique de le faire, en traçant les break of structure, les change of character, etc., etc. Faites-le aussi avec les blocs, moi je vous le conseille. C'est ma stratégie personnelle, donc évidemment que je vous le conseille, mais en tout cas, essayez un petit peu les deux manières. Vous voyez de votre côté ce que vous trouvez le plus intéressant, mais testez vous-même sur vos graphiques, c'est le plus important. Si vous avez des questions sur la structure de marché, comme je vous l'ai dit, mon Discord est en description et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était sûrement un peu dense et que vous allez sûrement devoir digérer de votre côté. Mais en tout cas, j'espère que j'ai pu vous apprendre un maximum de choses. J'essaye de partir de la base, le concept le plus classique pour essayer de monter en complexité au fur et à mesure. Parce que malgré ce que vous entendez partout, le trading c'est une discipline complexe qui demande rigueur, patience et bien d'autres qualités. Le but ici, c'est pas que vous repartiez en vous disant « Ah, il suffit de placer des blocs sur un marché et en fait, je vais pouvoir réussir à être rentable. » Non, c'est pas ça le but de cette vidéo. Le but, c'est que vous compreniez la première grosse brique d'une stratégie qui est le biais. Ensuite, il y a énormément de choses qui vont venir graviter autour. Et tâchez bien de vous abonner parce que j'ai prévu de faire des vidéos sur toutes ces choses qui gravitent autour pour qu'à la fin, vous ayez une trentaine de vidéos qui puissent vous expliquer de A à Z comment bien analyser le marché, quelles sont les bases à avoir. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.